Vous regardez l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Éco-Région sur NRTV, votre programme consacré à l'économie et au business de notre région, à retrouver une fois par mois. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux écoles privées de notre région. Et oui, elles font l'actualité avec le retrait annoncé de Champitay-Agnon. Beaucoup de questions se posent. Est-ce que la demande est suffisante pour les écoles privées dans notre région? Est-ce un marché toujours viable? L'école Moser semble y répondre oui, puisqu'un nouvel établissement ouvrira ses portes à la rentrée en août prochain, accueillant plus de 150 nouveaux élèves. On en parle avec vous, Alain Moser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'école Moser, fondée donc à Genève et qui a cet établissement aujourd'hui à Nyon. Et du coup, je l'ai dit, qui va s'agrandir. Merci d'être avec nous. Au plaisir. Donc on va discuter de tout ça avec vous également. Stéphane Meyer, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes notre spécialiste en gestion de PME et vous allez nous présenter justement l'école Moser. Alors un petit historique d'abord, d'où ça démarre l'école Moser? Oui, je pense que c'est bien de contextualiser un petit peu l'entreprise et l'école Moser, donc fondée en 1961, donc une école qui a quand même plus de 60 ans d'existence par le père de monsieur Alain Moser, Henri Moser. Création d'une école à Nyon dans les années 80. Reprise de la direction en 2001 par M. Alain Moser, et puis une école à Berlin, donc diversifier un peu les activités, on va en discuter en 2005, et en 2024, comme vous avez pu le dire, nouveau bâtiment à Signy, donc avec un nombre d'étudiants en augmentation. Alors le nombre d'étudiants justement, quel est-il aujourd'hui dans les différentes écoles de l'école Moser ? Alors, on peut répartir l'offre à peu près comme ceci, environ 770 étudiants à Genève, 414 à Nyon, on va passer à 600 dès la rentrée de cette année, et puis déjà 350 à Berlin, donc quand même quasiment 2000 étudiants sur l'ensemble du groupe. Je parlais du marché des écoles privées, alors dans le canton, qu'en est-il? Et puis le petit comparatif aussi avec les écoles publiques, c'est un domaine qui va nous intéresser aujourd'hui, mais aujourd'hui, quels sont les chiffres? Alors, le secteur des écoles privées, c'est 8% des élèves scolarisés dans le canton. On va le voir, c'est un peu spécial. Genève-Vaud se détache du reste de la Suisse romande. En tout, 11 300 étudiants scolarisés dans le secteur privé pour une économie pour le contribuable vaudois de 156 millions. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout étudiant dans le secteur privé ne coûte pas, n'est pas une charge sur le secteur public. Donc, c'est l'équivalent de 156 millions d'économies au niveau du contribuable. Et puis, 50 millions, c'est les rentrées fiscales que permettent de générer ces écoles privées. Donc, un acteur très important et un poids économique important dans le canton de Vaud. Alors, un acteur important dans le canton de Vaud, on va voir le graphique justement qui montre clairement que Vaud se détache. Tout à fait. Alors Genève, pour les spécificités démographiques qu'on peut comprendre, 16% des personnes scolarisées sont dans le privé, Vaud 8%, la moyenne nationale est à 4,6%. On voit que les autres cantons romans sont largement en dessous. Alors sur ce marché, qu'est-ce que représente l'école Moser en termes de chiffres ? Alors, quelques chiffres pour en effet expliquer. Donc, l'écolage moyen à l'école Moser, c'est 22 000 francs. On est dans une moyenne tout à fait convenable pour ce qui est du canton de Vaud pour des écoles, je dirais, d'un niveau de gamme moyen supérieur. 30 millions de chiffre d'affaires annuel, un nombre d'employés de 250 pour 170 EPT. 10%, c'est la croissance annuelle que connaît l'école Moser depuis 10 ans. C'est un peu une spécificité liée à l'école Moser. Le marché n'a pas un tel taux d'augmentation et d'autres écoles, on le voit, elles ont plutôt tendance à baisser. Ce qui pose justement beaucoup de questions. Merci Stéphane. Rejoignez-nous seulement à table. Alain Moser, effectivement, beaucoup de questions. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est vrai, le départ de Champitay qui a fait l'actualité. Très franchement, Alain Moser, on imagine que vous vous êtes frotté les mains à cette annonce, vu que c'est votre année avec cette ouverture du nouveau bâtiment à Nyon et que vous devez le remplir avec plus de 150 nouveaux élèves.
Oui, alors c'est un sentiment un peu mitigé, je ne vous cache pas. C'est vrai que nous, si on s'est engagé dans cette voie de l'agrandissement, du déménagement, surtout de notre école, c'était lié à une forte demande qui était intrinsèque, avec des parents qui nous disaient on met où les enfants avant, comment vous n'avez plus de place, comment on va faire. On avait des listes d'attente, on était dans une situation, j'ai heureusement pas attendu et parié sur la fermeture d'un établissement autour de l'école pour me lancer dans cette aventure contrôlée. Je suis très contrôlé avec mon conseil d'administration, avec toutes les instances que j'ai autour de moi. Donc, il y avait du risque et il y avait des inconnus quand même. Oui, parce que vous venez quand même avec un business plan, 200 élèves de plus quasiment que ce que nous avons actuellement. Il faut que des banques suivent, il faut les financements, il faut les fonds propres. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait sur ce projet. Ça fait 10 ans que je cherche à déménager. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaillait sur ce projet pour trouver un lieu. Et effectivement, alors arrive cette nouvelle qui, je vous le dis, un sentiment un peu mitigé après le départ d'une autre école qui est James, qui s'était implantée dans la région d'Aubonne, le long de l'autoroute. Cette fermeture inattendue, particulièrement pour les familles, pour nous aussi, mais pour les familles qui avaient confié leurs enfants à Champitay, c'est un peu délétère pour l'image de l'enseignement privé, je ne vous cache pas. Et je pense que tout ce qui entache l'enseignement privé n'est pas bon pour les écoles privées. Et cette fermeture a été assez mal vécue par les parents, bien sûr, comme une forme de trahison. Ils ont appris ça en janvier. Ça arrivait assez soudainement. Hein. Ça arrivait très soudainement, personne s'y attendait. Moi-même, je n'avais pas été informé, ce que je peux comprendre. Mais les parents ont été mis un peu devant le fait accompli. Mais justement, comment est-ce qu'on peut expliquer ce départ quand on voit le succès, les listes d'attente, quand même l'augmentation de 10% que vous avez? Champitay, ce n'est pas le dernier venu, ils ont quand même une notoriété importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous savez un peu pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Le positionnement n'était pas le bon, les produits pas les mêmes que vous, le prix? Qu'est-ce qui peut expliquer cette chute finalement d'un concurrent? Alors, c'est compliqué, c'est une école qui a plus de 100 ans d'histoire, je les connais bien, ils sont très connus à Lausanne avec leur campus à Puy. Donc ils avaient ouvert cette entité nyonnaise avec une vision, je pense, d'un potentiel de croissance important, ce que nous avons, comme mon père a ouvert il y a une quarantaine d'années. Il est venu à la rencontre des Vaudois et des Nyonnais qui traversaient pour rejoindre l'école Moser. Puis il s'est dit, plutôt que de faire subir tous ces trajets aux enfants, allons à leur rencontre. Et tout le monde lui avait dit dans le canton de Vaud, t'es complètement fou, qu'est-ce que tu vas faire à Nyon, il faut venir à Lausanne, Nyon c'est un petit village, etc. Il a toujours été assez visionnaire, mon père à l'époque aussi, par rapport à ses engagements. Champitay s'installe à Nyon avec une vision de la croissance potentielle de cette région qui est tout à fait légitime. Leur positionnement à côté du McDonald's, sous une ligne à haute tension, au milieu d'un espèce de no man's land d'école, par rapport à leurs critères qualitatifs, je pense, et d'implantation. Nous, on l'a subi aussi à Nyon. Les parents avec des enfants petits, est-ce qu'ils ont envie de les mettre dans un centre-ville, une école-ville, sans aujourd'hui des infrastructures qui soient adéquates? Donc je pense qu'ils ont fait un bilan avec une perspective de positionnement à moyen-long terme. Ils se sont dit, on n'a pas d'infrastructure. Comment trouver? Ils ont essayé, ils l'ont annoncé. Beaucoup de communes ne veulent pas d'écoles privées sur leur territoire. Déjà, des écoles publiques, ça les énerve. C'est une retombée fiscale intéressante pour les communes. Oui, mais c'est comme les ports au bord du lac, c'est des aspirateurs à voitures. Okay, c'est que les gens, en fait, ils dépensent rien dans le coin. Ils amènent les enfants, ils amènent les voitures. Et il n'y a pas un riverain, une villa individuelle. À part les impôts, il n'y a pas de retombée économique. Ben non, et puis ce n'est pas les gens qui vivent dans la commune, ils ne sont pas allés pour élire et pour faire en sorte que les gens de la commune soient heureux. Ils sont venus pour le calme, la tranquillité que propose cette magnifique région et ce district vaudois. Et alors, donc ils sont contre. Alors oui. Je pense qu'ils ont, au vu de tout ça, sans infrastructure adéquate, un potentiel de croissance limité dans l'endroit où ils étaient, et ce qu'il faut savoir, ce qui nous différencie fondamentalement, de Champitay aujourd'hui, du Collège du Léman et d'autres écoles, c'est qu'on est une école familiale. Moi, j'ai des visions à long terme qui ne sont pas du tout celles du groupe Nortanglia, pour ne pas le nommer, ou d'autres grands groupes qui ont racheté toutes ces écoles. Derrière, il y a des actionnaires et derrière, il y a de la rentabilité attendue. On va en parler justement, la mutation un peu de ces écoles privées qui
de plus en plus se font racheter par des conglomérats, des groupes européens ou d'investisseurs. Oui. Donc avec une volonté de chiffres, de bénéfices finalement, qui est nettement supérieure à ce qu'on pouvait rencontrer à l'époque dans les écoles plus familiales. Donc c'est ça qui explique la chute de certaines écoles privées dans notre région, Stéphane? C'est la folie des grandeurs, un peu des grands groupes qui ont racheté des écoles? C'est pas la folie des grandeurs, c'est la rationalisation simplement. Hein. Les grands groupes ont des objectifs financiers à plus court terme qu'une entreprise familiale qui va viser un développement, une pérennité à plus long terme. On le voit dans le secteur primaire, mais secondaire et tertiaire également, des groupes qui mettent la main sur des grandes écoles privées, à plusieurs dizaines de millions pour certaines, et qui vont un peu serrer la vis, essorer pour rendre ça le plus rentable possible, le plus vite possible. Et ce type d'établissement en font les frais. Donc il n'y a plus de possibilité d'avoir une vision plus familiale. Alors 170 EPT, est-ce que c'est encore familial? Mais on a quand même une vision dans le business développement qui reste familiale. Alors la vision, c'est vrai. Justement, Alain Moser, vous en parliez, ça fait 10 ans que vous cherchiez justement à déménager, enfin en tout cas à rester à Nyon, mais à pouvoir agrandir votre centre. Alors pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ouvrir plus de 150 nouvelles places scolaires? Pourquoi à Nyon? Écoutez, on est à Genève avec, vous l'avez dit, à bientôt 800 élèves. On est dans un endroit qui est un peu saturé, où il y a un potentiel de croissance qui est limité. Et malgré mes velléités d'extension modeste dans le canton de Genève, je ne trouve pas de terrain, on ne trouve plus rien. Vous connaissez la situation genevoise, elle est incroyable. Donc c'est compliqué. Une école, en plus, il faut du terrain pour que les enfants puissent s'épanouir, jouer à l'extérieur. C'est très compliqué de trouver un emplacement adéquat. Et donc, ça prend du temps et il faut trouver un partenaire, il faut trouver tout d'un coup des circonstances qui permettent de le faire. C'est quoi qui manquait justement? Alors nous, il nous manquait les tout petits, c'est-à-dire les 1, 2, 3, 4, 1P jusqu'à la 4P. Dans une école centre-ville, c'était pas très sexy et pas très attirant pour les parents avec des tout petits enfants, les mettre dans une cour là au milieu des logements, au bord de la route, avec le train qui passe, du béton partout. Donc nous, on s'était pas intéressé à cette tranche du marché, c'est les tout petits. Et là, avec ce déménagement et cette possibilité que nous avons de nous retrouver dans la nature, avec une bordure de forêt quasiment, des terrains agricoles à perte de vue, le Jura devant, le lac derrière, on a vraiment un environnement qui est assez exceptionnel et assez unique, je dois dire, et ce qui nous permet d'accueillir, et ce qui explique la croissance du nombre d'élèves, elle n'est pas par rapport aux élèves du secondaire 1 et du secondaire 2, parce que je pense que là, effectivement, la folie des grandeurs serait une aberration. Le gymnase existe, les écoles publiques vaudoises ont très très bonne qualité, sont de bonne qualité, ont une très bonne réputation. Donc il fallait raison garder, faire quelque chose de cohérent, mais c'est petit, parce que les parents me disaient, on les met où avant de les mettre chez vous? Et vous comprenez, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand vous les avez mis dans une école et qu'ils vont bien, vous dites pas en 5P ou aussi, on va les sortir pour les mettre à l'école Moser. Même si on fait du plurilinguisme, même si on faisait plein de trucs. Alors, miraculeusement, ça marchait. C'est-à-dire, ils les retiraient d'autres écoles privées pour les mettre chez moi en 5e. Mais j'ouvrais une petite classe, je devais un peu me battre tout le temps, on plafonnait un peu dans ces... Voilà, il manquait cette offre dès le départ qui permet d'accueillir les enfants et de démarrer un projet sur le long terme. Et aujourd'hui, vous les avez trouvés, ces 150 élèves? Vous ouvrez là en août? Ah oui, c'est 150 élèves sur plutôt les premiers pas. Alors, deuxième, 1, 2, 3, 4, si vous mettez 20 enfants par classe, ça vous fait 80 élèves. Puis vous allez récupérer une partie des... J'ai récupéré beaucoup. Ouais. Moi, je pensais ouvrir la 1P qui allait devenir l'année d'après une 2P. Si vous voulez, effectivement, ça a accéléré un peu ce changement. J'ai 4 ans d'avance sur mon business. Donc, au final, vous allez peut-être même devoir encore envisager un agrandissement dans les 3-4 prochaines années, potentiellement. Alors effectivement, c'est un peu un scoop pour aujourd'hui, mais la parcelle, il reste de la place dessus, donc je suis en train de voir avec mon conseil d'administration, effectivement, pour acquérir encore un bout, pour développer encore un peu pour les tout-petits, parce les tout-petits se trouvent dans le même bâtiment que les plus grands, même si tout ça est bien réparti, séparé avec des entrées. J'aimerais bien prendre les tout-petits et les mettre à part dans un bâtiment qui jouxterait l'école. Donc oui, c'est un peu le projet. C'était une évolution qui était censée se faire naturellement du 1P vers du 4P, et cette nouvelle de Champitay va accélérer les choses. Vous allez très rapidement vous retrouver avec du 1, 2, 3, 4 immédiatement. C'est fait. Et donc, c'est plein. Voilà. Donc... C'est fait, c'est plein. Et puis liste d'attente aussi, on va en reparler justement, et puis essayer de comprendre ce qui fait visiblement ce succès-là. Stéphane,
parlons un peu de contexte et notamment de ces écoles privées par rapport à l'enseignement public. Quelle est la plus-value et puis la carte à jouer finalement des écoles privées en termes de business? Alors, on l'a dit, les écoles privées connaissent pas toutes le même succès que l'école Moser. On voit que le secteur public a fortement développé ses prestations. À l'époque, seules les écoles privées pouvaient se permettre de proposer des cours d'appui, du bilingue, de l'accompagnement, des petites classes, etc. Ou de l'adaptation d'horaires sur des programmes parascolaires et autres. Depuis quelques années, le public a mis un accent particulier là-dessus. Donc en fait, le premier concurrent maintenant d'une école comme Moser, c'est le public. C'est plus entre privés qu'on se fait une concurrence, c'est vraiment le public qui est venu prendre beaucoup du marché du privé. Et donc c'est pour ça qu'on voit le marché un peu se consolider de certaines manières, voire se tasser un petit peu dans le secteur privé. Nyon, la région, connaît quand même une progression intéressante, mais pour le reste de la Suisse, c'est pas si facile que ça, les écoles privées. Vous êtes d'accord avec ça? Votre principal concurrent, c'est le public aujourd'hui? Alors, on peut le dire comme ça. Il reste quand même, pour les parents qui choisissent une option parce que dans leur culture personnelle, c'est souvent des couples mixtes, la femme est sud-américaine ou le mari est suédois, eux-mêmes ont vécu dans leur pays d'origine l'enseignement privé. Et ils se disent, en fait, j'arrive en Suisse ou je vis en Suisse, je veux les mettre dans le privé. Donc, il y a bien sûr l'offre des écoles privées, il y a quand même une sacrée concurrence. Hein, on voit le numérique à l'école, les infrastructures, les propositions, les camps, les conférences pour les parents. On est monté d'un cran ces 5 dernières années entre les écoles privées. Et on voit que les écoles privées se spécialisent de plus en plus dans des diplômes internationaux, au détriment de la maturité fédérale, puisque nous offrons la maturité fédérale à Nyon, cantonale à Genève, on a obtenu ça. Je suis en train de me battre et de discuter avec le canton de Vaud pour obtenir la maturité cantonale. Ça avance assez vite dans ce sens. Monsieur Borloo est très ouvert à cette idée, donc on fait du lobby autour de tout ça. Aujourd'hui, vous proposez la maturité fédérale. Hein, ouais. Et on voit que le taux d'élèves à la maturité fédérale est en chute libre depuis ces 10 dernières années. D'accord ? Donc, il y a quand même aujourd'hui un switch, ce qui est très dommage parce que les étrangers qui choisissaient aussi des écoles privées pouvaient passer une maturité fédérale, étaient assez fiers. Mais l'organisation de cet examen fin août, toutes les contraintes, on n'a pas accès aux corrigés, on a l'impression que tout est fait pour dégoûter les gens de la maturité fédérale. C'est incompréhensible. C'est devenu complexe. Mais c'est devenu très complexe. Et personnellement, je trouve ça assez honteux. Mais ça reste un examen magnifique. Mais franchement, faut du courage pour aller au bout. Donc, nous, on le propose et on le fait. Certification plus internationale, proposer... C'est le projet des autres écoles privées. D'autres choses, donc c'est ce que fait le privé. Exact. Vous avez dû remonter d'un cran, hein, les prestations, pas comme on l'a vécu ces 50 dernières années, mais amener quelque chose de neuf. Donc c'est la course justement à tout. Alors nous, on fait un truc... Ben oui, et puis du coup, on fait quelque chose de complètement unique en Suisse romande. C'est dur d'innover dans ce secteur, de faire quelque chose d'unique que personne ne fait. Nous proposons à nos élèves les plus ambitieux et les plus courageux de passer un double diplôme, c'est-à-dire qu'ils passent leur maturité fédérale au mois de février, et j'en ai là, ils ont tous réussi. Et il y en a 15, 16 sur les 45 qui vont faire le bac international au mois de mai. Et ils sortiront de l'école Moser avec 2 diplômes en poche, la maturité fédérale et le bac international. Et ça les rend complètement uniques sur le marché. Stéphane, j'aimerais comprendre aussi, puisqu'on parle de public, les chiffres que vous nous avez donnés avant. Vous nous dites, Stéphane, des économies de dépenses publiques de plus de 156 millions de francs par an. C'est ce que représentent finalement les écoles privées. En fait, chez nous, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire concrètement que tous les étudiants qui sont dans le privé aujourd'hui, s'il fallait les mettre dans le public, ce serait environ 156 millions de francs en plus de dépenses publiques. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le secteur privé, non seulement permet de diminuer le poids de l'enseignement public sur les impôts, hein, sur les dépenses publiques, mais également rapporte une manne financière, en tout cas pour le canton de Vaud, assez intéressante. Un étudiant public coûte en moyenne, en Suisse, environ 20 à 22 000 francs par an. Donc c'est ce que nous. C'est à peu près ce qu'on a annoncé à l'école Moser avant. Alors, l'école Moser, c'est 20 et quelques mille francs, la scolarisation. Donc là, il y a les coûts, mais il y a aussi les frais, marketing, etc. Donc il va y avoir un ensemble de coûts, le bâtiment, la technologie et autres. Au niveau du public, c'est 22 000 francs de coûts publics. Donc là aussi, ça peut englober l'ensemble des choses. Donc on voit qu'on est à peu près sur la même chose, sauf qu'une entreprise privée, elle doit investir, elle doit faire un peu de marge. Ce qui n'est pas le cas dans le public, parce que c'est subventionné. Donc on peut se dire qu'en effet, c'est étonnamment comparable. On paye la même chose pour rentrer dans le privé que ce que coûte réellement au niveau de la charge
public, un étudiant aux alentours de 20 à 22 000 francs. Ça, c'est pour le canton de Vaud. Canton de Genève, on est plutôt sur du 25 000, voire un petit peu plus. Mais en toute comparaison, c'est à peu près ça. Eh ben justement, alors comment vous faites, Alain Moser, pour vous distinguer par rapport au public Mais peut-être juste sur ce point des chiffres. C'est important parce que c'est un combat que j'aimerais mener un peu de manière plus active. C'est 150 millions d'économies nettes. Si on rajoute les 50 millions d'impôts payés en plus, on est à 200 millions. Et on ne parle pas des infrastructures construites. C'est-à-dire que l'État de Vaud, en plus, s'économise 2 gymnases, l'équivalent de 3 cycles, et puis 8 écoles primaires. Il y a l'équivalent de 93 000 nuitées d'hôtel, 520 millions de charges salariales pour 4 000 collaborateurs. Donc en fait, tout ça, c'est de l'économie. On fait bouger l'économie, on fait vivre des gens, on fait travailler du monde. Et ça aussi, c'est un poids économique qui est important. C'est super important. On le dit, au fait, l'école privée a un poids économique plus important que les fédérations sportives internationales. On en parle tous les 2 mois des fédérations sportives internationales, le secteur privé beaucoup moins, mais pourtant il représente un poids économique plus important en Suisse. Bon, on aura compris que vous nous faites tous les deux la promotion des écoles privées. Non, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que 100% des recettes fiscales dans ce canton s'adressent à 92% des enfants. Parce que les parents qui choisissent les écoles privées n'ont bien sûr, et c'est unique en Europe, pas le droit de déduire des impôts 1 centime, et l'État, comme c'est le cas en France, en Allemagne ou ailleurs, n'aide pas. C'est-à-dire qu'en France, c'est des écoles sous contrat, c'est 300 € l'écolage d'une école privée en France, parce que le salaire des enseignants est pris en partie, parce que les frais de maintenance des bâtiments, parce qu'ils savent que tous les impôts qu'ils reçoivent, bien sûr, ils devraient scolariser tous ces enfants. C'est obligatoire. Donc c'est un combat que je vais mener un jour pour que les parents puissent au moins déduire de leur facture d'impôt une partie de l'écolage qu'ils payent. Parce que c'est absolument injuste. Ils payent 2 fois et ça n'a pas... C'est trop facile pour l'État. On ne peut pas tous se payer une école privée, hein, M. Moser. On est d'accord. Effectivement, ça s'adresse aussi à une certaine partie de la population. Mais alors, au-delà d'aller chercher, on va dire, une certaine partie de la population, un peu plus aisée, on l'aura compris, comment est-ce que vous faites pour rivaliser aussi avec, par rapport aux chiffres que vient d'annoncer Stéphane, par rapport au public? Comment vous vous distinguez, comment vous vous positionnez et comment vous faites vos marges? Oui. Alors, le positionnement, vous l'avez dit, l'offre, il y avait une forme d'originalité, il y a une prise en considération de l'enfant, il y a une perception aussi de l'accompagnement plus individualisé. L'école publique, malgré tout ce qu'on dit, est très normative. Tous les enfants d'un certain âge doivent apprendre la même chose au même moment. Puis s'ils ne sont pas promus, ça s'arrête et puis ils refont l'année. Ou quand il est bon, on ne sait pas quoi faire, on lui fait sauter une année. L'école est très normative. Et les écoles privées ont cette possibilité, la mienne en tout cas, d'être plus adaptées au profil des enfants. C'est-à-dire on individualise beaucoup plus le parcours de l'enfant. On va s'intéresser à ses talents, on va l'aider à développer ses talents, tout en ayant une obligation aussi de l'éduquer dans tous les domaines qui sont ceux de la maturité à terme. L'accompagnement, bien sûr, la pause de midi, la prise en charge, j'ai des fois, pour expliquer un peu pourquoi est-ce que cherchent certaines familles, il faut le dire, c'est des classes moyennes aisées dont les 2 parents travaillent, généralement. Et qu'est-ce que veut dire les 2 parents travaillent? Moins de temps pour s'occuper des enfants la journée. Donc la prise en charge des enfants, dès 7h30 le matin, ils peuvent se déposer jusqu'à 18h pour ceux qui pourraient ne pas aller les chercher avant. Elle est super intéressante pour ces familles. Donc, le repas de midi, des activités complémentaires, du sport, des activités créatrices. Il y a une espèce de all-inclusive, un package total qui permet et qui facilite la vie des parents dans ce contexte. Le fait d'avoir accès aux notes, d'avoir accès aux enseignants, de ne pas toujours dire il a qu'à travailler plus. On se remet en question. Si vous voulez, à l'école publique, l'échec de l'enfant est de la responsabilité des parents. Il a qu'à travailler plus, moi je suis un bon... À l'école privée, c'est l'école qui devient responsable de l'échec. On dit, mais qu'est-ce que vous mettez en place pour sauver mon enfant, pour l'aider? Ça, c'est à l'école publique, on prend le parent en otage. Ça, c'est le positionnement, justement, effectivement, de vos valeurs. Mais parlons chiffres, Stéphane. Comment est-ce qu'on fait du business avec une école privée? On en fait peu. Il faut 60 ans d'existence ou plus. Il faut, ou alors, des droits d'entrée excessivement chers. On en parlait un peu pour décortiquer le chiffre d'affaires. Dans tout ce qui est primaire, secondaire, les marges sont très faibles. On va être 5-10%. Pour cette gamme-là, si on monte sur du rosé ou autre, on sera sur des marges supérieures. Mais on voit aussi un nombre d'accompagnants, donc un nombre de personnes par rapport au nombre d'étudiants qui est quand même supérieur au secteur public. Donc il faut payer tout ce monde.
Donc, c'est des visions à vraiment long terme, hein. C'est pour ça que, comme on le disait en introduction, une entreprise familiale, une école familiale, va avoir une vision sur du très long terme. Et le risque avec cette émergence de groupes qui va un peu essorer la machine, c'est potentiellement de perdre cette valeur ajoutée qui peut amener le privé. Même si, je pense qu'on ne va pas se faire que des amis, dans le public, ils essayent d'avoir du personnalisé, des parcours spéciaux, etc., de plus en plus. Et c'est ce qui fait un petit peu tort à certaines écoles privées, c'est de voir que le public s'y met aussi avec ces accompagnements personnalisés. Donc on va voir ce que ça va donner à long terme. Ouais, comment vous arrivez à être compétitif, justement? Vous jouez sur, je ne sais pas, hein, les salaires des enseignants ou comment? Alors, je ne joue pas, ça serait affreux si je jouais là-dessus, mais disons... Oui, effectivement, à Genève et dans le canton de Vaud, on a les enseignants les mieux payés du monde par rapport au niveau de vie, hein, je ne parle pas en absolu. Donc c'est vrai que c'est une situation, alors j'en suis très heureux pour mon pays et pour les enseignants qui travaillent en Suisse, mais c'est vrai que quand on voit à Genève qui font 22 heures par semaine, alors que dans le canton de Vaud c'est 26 et dans les cantons suisses-allemands c'est 28 et qui descendent dans la rue pour dire on ne peut pas travailler 2 heures de plus, alors que ça permettrait de dégager de l'argent pour leur école inclusive et tout. Donc, il y a peu de solidarité. Je pense que c'est un peu étrange, ce qui se passe. Donc, oui, ils sont très, très bien payés. Donc, je n'arrive pas à payer tout à fait les mêmes salaires, sachant qu'en plus, dans le public, ils sont payés 13 fois. Avec les avantages... les mêmes vacances et les mêmes... second pilier largement au-dessus, tout est couvert, 4 milliards de pertes, c'est le contribuable qui sort tout, de toute façon. Donc heureusement qu'on ne gère pas nos écoles privées comme l'État gère ses écoles publiques. On aurait fait faillite depuis longtemps et on serait dans une situation catastrophique. Donc on ne peut pas tout à fait offrir les mêmes salaires, en tout cas pas de 13e par exemple. Par contre, on compense. Moi, j'ai un taux de fidélisation très, très fort. Nos professeurs sont formés aux nouvelles technologies, utilisent des iPads, ils sont équipés, ils ont des formations continues de très haut niveau, ils ont des possibilités de faire du sport à l'école, ils ont accès à du yoga, à plein de choses en plus, qui leur permet aussi de développer leur bien-être. Et justement, alors ça, c'est pour la fidélisation. Ils trouvent autre chose. On le sait aujourd'hui, vous le voyez dans toutes les études et le salaire vient en 3e, 4e position aujourd'hui dans la génération qui arrive sur le marché du travail comme motivation intrinsèque, à part dans les banques où on ne travaille que pour l'argent, mais disons, dans les autres métiers, ce qui fait du sens, c'est d'abord un métier qui fait du sens. Alors, et si on éduque, et si on a... Voilà, c'est là où j'essaie d'être un peu plus fort et de donner beaucoup de sens à tout ce qu'on fait. Et la technologie aussi, parce que vous venez d'en parler. Justement, Stéphane, une dernière question là-dessus, sur les technologies, le numérique. C'est aussi une manière pour les écoles privées d'investir là-dedans et de se distinguer aussi. Oui, alors on voit beaucoup de choses, digital learning, le Covid a accéléré tout ça, etc. Les tablettes à l'école, oui, non, c'est pas bien. Ils l'ont déjà toute la journée à la maison. On parle de dynamic learning à l'école Moser. Qu'est-ce que c'est versus... Comment vous implantez aujourd'hui les nouvelles technologies? Vous avez parlé de tablettes. Est-ce qu'aujourd'hui, les étudiants ont tous leurs supports numérisés? Et finalement, est-ce que ça ne va pas être une génération de 100% écran? Il n'y aura plus d'échanges personnels, ils vont plus parler entre eux, ils seront plus capables d'écrire à la main. C'est un peu le risque. Quel est, votre virage technologique et comment est-ce que vous appliquez ça en termes pédagogiques? Alors, je vais essayer de faire simple et rapide. Quand j'ai repris l'école en 2001, j'ai dit à mon père, ma valeur ajoutée, ce que je vais amener, c'est l'introduction du numérique à l'école et des technologies. Je pressentais, et c'était les balbutiements, j'ai fait le TECFA, c'était la technologie de l'enseignement et tout à l'Université de Genève, et j'ai dit à mon père, c'est pas un phénomène de mode, c'est pas quelque chose qui va passer, la technologie est en train d'envahir le monde réel, donc l'école va pas pouvoir rester et passer à côté. Donc j'ai ouvert la première salle d'informatique en 2001, après en 2012 une plateforme de e-learning en même temps que EBShare avec ses MOOCs à l'EPFL. Donc j'ai toujours cru dans la technologie comme un accompagnement pour la progression et une manière d'accompagner l'enseignement. Alors quelle est la place aujourd'hui des technologies dans notre école et quelle est ma vision ? On a eu une accélération et une utilisation très forte avec le Covid. On a dû fermer les écoles. Nous, heureusement, tous nos élèves étaient équipés d'iPad à l'époque. Beaucoup les laissaient à l'école, le primaire, ils ne le prenaient pas à la maison. On a dit, OK les enfants, l'école ferme, vous prenez vos iPads à la maison. Alors les enfants, yes, génial. Les parents contents parce qu'ils ont souvent 1 ou 2 ordinateurs. Mais comme les parents étaient bloqués à la maison aussi, en télétravail, les enfants, comment ils se connectaient, donc tout devenait compliqué.
Donc il s'est passé un phénomène assez intéressant. Les professeurs les plus sceptiques avant ont dû s'y mettre très très vite, aidés par leurs collègues, et heureusement 80% de nos professeurs étaient déjà formés à l'utilisation de ces technologies. Et le retour en classe, et c'est là où il y a eu un petit dérapage, ça a tellement bien marché à l'école Moser. En termes de notoriété, ça a été quelque chose qui a été reconnu dans les médias, la presse, partout, et les parents ont dit c'est juste incroyable. Ça a amené aussi une population nouvelle dans mon école qui se disait je suis dans une autre école privée, ils n'ont rien fait, c'était nul, tant qu'à payer une école privée, au moins d'aller dans celle qui sait faire quand il y a des problèmes, quoi. Mais aujourd'hui, le public vous rattrape aussi là-dessus. Alors, parce que... oui, alors c'est ce qui est paradoxal, c'est que moi, au moment où je parle de sobriété numérique, et je pense que nous sommes allés trop loin, et je pense que le retour en classe, c'est pas fait comme j'imaginais, c'est-à-dire ils étaient en présentiel, mais on continuait à utiliser du distanciel. C'est comme quand on envoie un email à son collègue, il est le bureau d'à côté. Il dit, tu peux juste venir me voir, ce serait gentil. Bon, à l'école, c'était un peu la même logique. Donc là, je parle aujourd'hui, je distribue à tous mes professeurs à Noël, je leur fais des cadeaux à Noël. Alors, il n'y avait pas que ça, heureusement, on fait un repas et tout, mais il y avait un livre sur la sobriété numérique. C'est-à-dire de quoi on parle aujourd'hui, donc c'est réduire l'exposition des enfants à ces écrans. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, n'utilisez pas, gardez le numérique du traditionnel. C'est un outil, c'est un outil. Mais pas une jambe médicale. Et au moment où l'école publique cherche des crédits, se bat, essaie d'accélérer le processus, nous on est en train de dire, parce que les parents, les jeunes parents que vous êtes ou que vous serez, c'est exactement ce qu'ils ressentent. C'est bon, quoi. Ils passent assez de temps là-dessus. À l'école, on peut peut-être faire autre chose. Et donc, je suis un peu atypique dans le monde de l'enseignement privé. Tout le monde parle de ça, mais en avant tout ce qu'ils font dans le numérique. Nous, on l'utilise, c'est 30% du temps scolaire à peu près. Ça allège les sacs à dos, parce qu'il n'y a pas des livres dont on ne se sert jamais. Au moins, on les a numérisés, ils l'ont sur leur petit iPad. L'iPad est dans le sac, ils le sortent quand on a besoin, ils le rangent quand on n'a pas besoin. Le téléphone est interdit dans l'école, ils le rallument quand ils sortent, parce qu'à l'école, il n'y a pas besoin. Et puis voilà, puis on essaie d'être très pragmatique, très simple. C'est pas une religion pour moi, et c'est pas une finalité. C'est un magnifique outil pour engager les enfants et leur montrer qu'on vit dans le même monde. L'école, c'est pas une bulle à part, et puis la vraie vie, elle est ailleurs. Donc il faut trouver ce lien. Et je pense que ce discours rassure les parents, et montre qu'on n'est pas naïf et crédule par rapport malgré le changement. Dernière question. Malgré le changement, je dirais aussi démographique, de comportement. Hein. Le télétravail aujourd'hui, si on ne le fournit pas, les gens ne sont pas contents, on l'avait dit. Le numérique, etc. Donc oui, mais pas trop, pas à l'excès. Donc si c'est une valeur ajoutée, utilisez-le. Si vous ne me prouvez pas, en tant qu'enseignant que c'en est une, ne l'utilisez pas. On continue à écrire à la main, les examens de maturité, c'est à la main, hein, c'est toujours pas... Donc on est en train de perdre cette écriture manuelle, cette créativité, cette manière de développer aussi. Aujourd'hui, on a un nouvel enjeu, on n'en a pas parlé, on ne va pas venir sur ce terrain, mais qui va complètement bouleverser une deuxième fois le monde en général, mais le monde de l'école en particulier. Après l'avènement de Google et des moteurs de recherche, c'est l'intelligence artificielle, bien sûr, qui est en train de redéfinir ce qu'on attend des élèves aussi. Et régulièrement, on débat à Berne sur qu'est-ce qu'on va en faire dans le domaine de l'éducation. Et là-dessus, nous, on a une charte, on a une position claire. Alors, bien sûr, on ne va pas l'interdire. C'est comme si on interdisait Google ou on interdisait... Et vous allez l'utiliser ou pas? Ah ben nous, on l'utilise, oui, bien sûr. Ouais. Non, nos élèves ont le droit de l'utiliser, mais on travaille beaucoup sur l'honnêteté intellectuelle. Est-ce que je suis fier d'un travail que je n'ai pas fait moi-même et je fais croire que je l'ai fait? Tu utilises ChatGPT, tu nous le dis clairement, je l'ai utilisé pour faire le plan et tout. Tu apprends à l'utiliser, mais qu'est-ce que tu as rédigé, fait toi-même? J'ai fait un éditorial en Allemagne pour mon école à Berlin. Je ne suis pas très fort en allemand, en grammaire, je m'exprime par la force des choses. J'ai écrit mon éditorial et j'ai signé Alain Moser avec l'aide de ChatGPT. Mais je le dis. En plus, je parlais de ChatGPT, ça tombait bien, mais disons, ça a fait sourire les parents. Oui. Soyons honnêtes, disons, mais n'essayons pas de dire c'est interdit, on n'utilise pas. Donc, mais c'est une vraie réflexion. Eh ben, on aura compris quelques éléments, en tout cas, qui font à la fois l'école Moser, aussi cette croissance qu'on a vue ces dernières années, et puis la raison de votre élargissement, de cet agrandissement d'établissement, donc qui ouvrira ses portes pour la rentrée en août 2024, avec, on l'aura compris, une liste déjà saturée avec ces élèves que vous avez trouvés, même plus. Merci Alain Moser. Merci d'avoir été avec nous. Merci Stéphane Meyer. Merci. Alors, on se dit au mois prochain, et puis à vous aussi qui avez regardé cette émission, je vous dis au mois prochain pour plus d'économie, plus de business dans notre région avec Éco-Région sur NRTV. Belle soirée.
Vous avez regardé l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch.